Non, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est 25% des jeunes qui sont au chômage. Titu Lecoq, je le disais tout à l'heure, dans votre livre, vous racontez que vous avez passé votre vie à travailler sans être payé. C'est encore pire que... Ou payé au SMIC. Mais payé au SMIC avec un temps partiel, un emploi précaire, etc. Un loyer parisien à payer, les droits d'inscription à la fac. Enfin, donc après, c'est la question... Enfin, c'est la question de fond, c'est avec combien on considère qu'on peut vivre en France à l'heure actuelle. Visiblement, vous considérez qu'on peut vivre avec moins que le SMIC. Non. Moi, ça me paraît compliqué. Non. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec moins que le SMIC. Ah, mais bien sûr, ils sont pas. Il y a des gens qui ne sont pas sûr. en emploi en 9 France. millions de Français. Il y a des gens qui ne sont pas en emploi. Dans ce cas-là, oui, mais... Alors, Non, mais ce qui est bien, c'est que tu utilises à chaque fois le chômage pour faire baisser les salaires. C'est la traduction complète du discours du patronat. Le chômage doit servir à faire baisser les salaires. Titu Lecoq. Mais oui, non, mais alors c'est comme s'il fallait absolument... Le but ultime, c'est réduire le chômage. Non, le but ultime, c'est que les gens aient assez pour vivre. C'est pas enfin, les gens, ils vont travailler pour pouvoir se payer un logement, des transports, enfin voilà, juste pour pouvoir vivre. Pas juste parce que c'est super d'aller au travail tous les matins. Non, c'est pas un sacerdoce. Donc le but, c'est d'avoir de l'argent pour pouvoir vivre. Si vous leur donnez un emploi, mais qu'avec cet emploi, le salaire, à la fin, il leur permet pas de vivre, ça n'a aucun intérêt. C'est pas ça C'est pas ça qu'ils cherchent. Et après, sur les jeunes, moi, j'ai grandi avec tout ça. Voilà, moi, j'ai grandi avec... il y aura du chômage pour les jeunes. De toute façon, vous coûtez trop cher, parce qu'on coûte toujours trop cher. Nos études coûtent trop cher par élève, par an. Alors, on nous dit au CP, vous nous coûtez tant, première année de fac, et gna, gna, gna. Les salaires, on coûte trop cher. Les stages, c'est limite si on ne coûte pas trop cher aussi. Il y a un moment, enfin, je trouve que la France a la chance, ou pas, d'avoir une jeunesse qui ne descend pas dans la rue à l'heure actuelle. Jamais. Peut-être parce qu'on n'a pas le temps et qu'on a trop de choses à faire. Mais... Ils descendent souvent dans la rue. Non. Depuis quand? Depuis longtemps. Alors là, depuis quand? CPE 2005. Et vous trouvez que c'était il y a... C'était il y a 9 ans, quand même. Ouais, c'était il y a quand même un petit moment. Hein. C'est quasiment plus la même génération qui l'a faite. Hein. Yossek? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on nage en plein délire. Enfin, on fait un cadeau aux entreprises de 30 milliards et 15 jours après, on arrive avec cette idée de démanteler le SMIC. Enfin, je sais pas, j'arrive pas trop à comprendre. Alors moi je vais vous expliquer. C'est parce que non, c'est parce qu'on est dans une guerre de classe que mènent les plus riches à l'échelle de la planète. Et donc, si vous voulez, le SMIC, la bataille contre le SMIC n'est qu'un champ de bataille. Il y en a beaucoup d'autres. On nous a parlé du CICE dès que François Hollande est arrivé, c'est-à-dire ces 20 milliards d'euros par an donnés aux entreprises sans contrepartie. Et j'ai même appris ce matin, en relisant comme il faut mes notes sur Pierre Moscovici, qu'il n'y aurait même pas de contrôle fiscal. C'est-à-dire que les entreprises qui ne rempliraient pas véritablement l'objectif ne se font pas de soucis, elles ne rembourseraient jamais. Si vous voulez, c'est une spirale qui mène aux enfers les plus démunis. Et là, vous voyez bien qu'on est quand même dans un pilonnage vis-à-vis des classes populaires. Là, ma jeune collègue de droite vient de dire avec sa sensibilité ce qu'elle vit. Et la question, c'est pas du tout de savoir combien on peut vivre, combien il nous faut pour vivre, c'est que le capital humain, je suis désolée, c'est la seule valeur qui vaut le coup lors de notre passage sur cette terre. Et votre capital économique et vos profits à 2 chiffres, on n'en veut plus. Et moi, je voudrais que ce soir, on arrive à sortir du débat en ouvrant sur, et je voudrais vous entendre Gilles Berset, sur le coût du capital. Parce que le vrai problème, c'est ça. Je donne un seul chiffre. En 1981, les dividendes représentaient 10 jours de travail salarié. Aujourd'hui, ils représentent 45 jours de travail salarié. C'est-à-dire que dans le partage de la valeur ajoutée, c'est le capital qui aujourd'hui accapare le maximum de cette part. Hein, vous m'en voulez pas. Et les salaires prennent beaucoup moins de cette part. C'est le coût du capital et ça, vous n'en parlez pas. Alors, Gilles Berset d'abord et ensuite Michel Baffet. Non, je crois qu'il faut regarder les faits tels qu'ils sont. C'est ce qu'on essaie de faire dans notre ouvrage avec Philippe Aghion et Elie Cohen dans le premier chapitre. Quand on regarde le partage salaire-profit, la situation financière des entreprises en France, on voit que la France est l'un des rares pays dans lequel la situation financière des entreprises non financières reste profondément dégradée. C'est un constat qui a été fait par multiples observateurs, qu'on reprend dans cet ouvrage. Hein. C'est rétabli
après le plongeon des années 2008 et 2009 en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans beaucoup de pays. Il ne s'est pas rétabli, même en Espagne, il ne s'est pas rétabli en France. La situation financière des entreprises est dégradée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le rapport gallois l'an dernier, enfin à la fin de l'année 2012, mettait un fort accent sur cet élément explicatif des problèmes de compétitivité de l'économie française. Il n'empêche qu'à l'intérieur de cette part dégradée des profits, la part des dividendes a augmenté continuellement. Et ça s'explique très bien par un phénomène de création de holding financières qui fait que la rémunération du capital transite non plus simplement par de l'épargne comme c'était le cas auparavant, mais par des flux financiers entre des entreprises filiales et leur holding financière. Donc c'est quelque chose qui n'empêche en rien le constat, qui n'est en rien contradictoire avec le constat d'une dégradation profonde, structurelle de la situation financière des entreprises dans un pays comme la France. C'est sur cette base si tu regardes sur longue période, si tu regardes sur longue période, tu vois que l'écart entre le profit et l'investissement a augmenté, que les entreprises ont eu plutôt tendance à augmenter leur part de profit, alors que l'investissement a eu plutôt tendance à baisser en part, de sorte qu'il y a un déficit. Les entreprises ont exigé de plus en plus de rentabilité, alors qu'elles n'investissaient pas plus. Et c'est une des causes. Et tu sais que c'est une des causes. Tu sais que c'est une des causes de la bulle financière, le fait que effectivement les capitalistes sont devenus plus gourmands et que cette gourmandise, elles l'ont pas utilisée pour investir, mais ils l'ont utilisée sur les marchés financiers. Et dans une situation où la croissance s'est profondément ralenti, les capitalistes ne peuvent pas exiger des taux de rentabilité exorbitants comme ils l'ont fait avant 2007. Il y a une crise financière. Dans votre livre, ce qui est fabuleux dans votre livre, c'est qu'à aucun moment, vous parlez de cette crise financière, à aucun moment, vous ne posez le problème que pose ma voisine de droite, qui est que quand même, avec la mondialisation, le capital en profite pour faire une pression importante sur les salaires et que effectivement, cette pression importante sur les salaires, ça a des conséquences tragiques à l'échelle mondiale. C'est pas nous, c'est pas ni ma voisine ni moi qui avons inventé la crise de 2007. Et le problème, c'est que vous dites, on n'en tient pas compte, on continue la même stratégie, on fait pression sur les salaires. En France, avec des arguments tout à fait sympathiques, du genre il faut être plus compétitif que les Allemands et que les Espagnols. Aux Espagnols, on dit il faut être plus compétitif que les Français et les Allemands. Et le résultat, à aucun moment, vous vous dites ça pose problème. On a compris tes arguments. Simplement, regardons les chiffres. Attends, regardons les chiffres. Les miens sont ceux qui viennent des instituts statistiques nationaux. Non. Le partage entre les salaires et les profits est resté stable en France de la fin des années 80 jusqu'au début de la crise. Il s'est effondré en faveur des salaires à partir de l'entrée dans la crise en 2008. Il ne s'est jamais rétabli en France, alors qu'il s'est rétabli dans tous les autres pays industrialisés. Voilà, la France est un pays particulier. Ça fait, on ne vous réconciliera pas ce genre. Mais Michel Maffezoli. On est un pays particulier. Oui, bah c'est dommage parce qu'on a envie de les entendre. Non, mais je vous en prie. Moi, je n'ai pas lu ni l'un ni l'autre de ces livres. Je ne connais rien aux chiffres. Vous m'avez dit qu'il ne fallait pas que je dise que je n'étais pas compétent. Hein, donc... vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais c'est vrai que je suis totalement... Enfin, je vous ai fait remarquer qu'en général, quand on commence par dire je n'y connais rien, je suis totalement incompétent, les téléspectateurs n'écoutent pas la suite. Je ne sais même pas gérer mes sous, donc voilà. Vais-je avoir la prétention de gérer l'économie, etc. Non, les chiffres, dans le fond, c'est l'astrologie contemporaine. Vous voyez bien que vous avez un avis sur la question. C'est un peu magique, on se jette à la gueule des chiffres comme ça. Moi, je ne les connais pas, hein, franchement. Peut-être que vous avez raison. Et vous, madame aussi. Et puis, ça fait un peu sermon, quand même. Hein. C'est sermon du dimanche, lutte de classe, capital, machin chose, etc. C'est amusant. Je me demande si vos spectateurs, vos téléspectateurs comprennent quelque chose. Oui, je pense que c'est clair. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a peut-être que vous qui ne comprenez
Non, moi c'est vrai que j'y comprends rien, enfin c'est pas grave. Mais en même temps, je vais le lire vraiment. Je vais le lire vraiment parce que ça me plairait vraiment de le lire. Comme ça, j'ai l'impression. Mais comme je lis des discours sur le sexe des gens dans la théologie byzantine, c'est-à-dire ce qui est beaucoup plus sérieux que l'économie. Non, mais bon, est-ce qu'on peut pas, puisque vous dites brisons les tabous, briser un tabou qui est celui du progrès. C'est-à-dire que ça, c'est le truc religieux. On est parti d'un point A de barbarie, on va arriver à évacuer toutes les inégalités, etc., pour arriver au paradis qui ne sera plus céleste mais terrestre. Marx, dans la question juive, dit quelque chose de cet ordre. Il dit l'économie politique fait ce que la religion a voulu faire. Non plus dans le ciel, mais sur la terre. Bon, il se trouve que ce linéarisme a fait son temps. Et il faut le dire. Et que il y a un va-et-vient des histoires humaines, et que d'une certaine manière, ce n'est plus les sachants qui savent des chiffres et qui nous imposent ce qu'il faut faire, de gauche ou de droite, de mon point de vue. Non pas qu'il ne faille pas que ce ne soit pas utile. Non, mais je ne sais pas, moi, comme monsieur, je n'ai pas voté pour monsieur le président actuel, ni pour aucun président d'ailleurs. Donc de toute façon, je vous le dis tranquillement. Vous avez écrit un livre, Sarcologie. Mais vous l'avez mal lu, et quand on a parlé de ce livre, j'ai bien précisé qu'en vieille anarchie, je n'ai jamais voté de ma vie, madame. Je n'ai même pas de carte d'électeur, vous voyez, donc de ce point de vue. Et si vous aviez lu ce livre, vous auriez vu que... Non, c'est pas bien ça, excusez-moi. Non, on oublie. Continuez, terminez, Michel Lafayette. Et donc, que d'une certaine manière, il y a autre chose qui est en jeu, c'est-à-dire ce n'est plus l'État-providence, à l'image du Dieu qui donne en fait des bienfaits ici ou là, mais qu'il y a une horizontalisation qui est en train de se faire dans l'imaginaire. Et que dans le fond, il y a des nouvelles formes de solidarité, des nouvelles formes de générosité qui ne doivent à rien. Et on ne pourra pas l'expliquer, ça, avec le charabia sermonnant, encore une fois, de ces curés contemporains qui vont nous parler de la lutte des classes, qui vont nous parler du capital, du prolétariat et autres moelleux. Non, il y a de fait quelque chose qui fait qu'il y a des solidarités qui sont en train de se faire. On vient de terminer dans mon centre une étude sur le couchsurfing. Comment... Où vais-je coucher ce soir? Pas moi qui suis un petit bourgeois, mais enfin, un jeune qui va aller à Hambourg, à Berlin, etc., va trouver là des formes d'hospitalité, Internet aidant. Voilà ce que j'appelle, moi, quelque chose qui fait que, très concrètement, eh bien, il y a cette prise en charge à la base. Vous voyez, c'est là qu'il faudrait que, d'une certaine manière, je ne veux pas dire qu'il ne faille pas parler du SMIC, etc., je trouve que c'est bien. C'est-à-dire que vous en faites, vraiment, je trouvais admirable en vous écoutant. Vraiment. Vraiment. Mais pour moi, ça ne me paraît pas intéressant. Voilà, c'est tout. Donc, oui, ce qui est marrant dans votre discours. Monique Vincent-Charles. Non, c'est parce que je suis sociologue et monsieur m'a fait... Moi, je ne suis pas sociologue. Non. J'ai un titre, j'ai gagné mes sous comme sociologue. Mais enfin, c'est tout, quoi. Quand je vois les sociologues actuellement, j'ai pas envie de l'être. À tant que faire d'être curé... Je vous trouve très curé néolibéral. Non, moi j'aurais aimé être cardinal, pas curé, madame. Donc c'est un peu différent. Je vous en prie, ne m'insultez pas. Je trouve que le travail de sociologue, c'est précisément de se donner des outils et des systèmes théoriques pour interroger la société. Et quand on se trouve dans une société comme la nôtre, où il y a véritablement un boulevard qui sépare les classes populaires et les classes moyennes, des classes dominantes qui se payent en millions d'euros et qu'on est là ce soir à se disputer sur le SMIC à 1128 euros, c'est inimaginable que deux sociologues puissent ne pas trouver de point d'accord et être en désaccord à ce point. J'interromps les sociologues juste pour reposer la question des jeunes et du SMIC, à savoir, est-ce que, comme un certain nombre de gens l'ont dit, et parfois très haut placés, est-ce qu'en baissant le salaire minimum pour les jeunes, ça faciliterait leur emploi? Alors, moi, je pense que là-dessus, c'est très mal connaître les jeunes, parce que les jeunes sont déjà confrontés à une abondance de stages. Et si on les écoute, ce qu'il faut faire, on sait que leur premier problème, c'est qu'ils multiplient stage sur stage. Ils sont payés 400 € par mois là, pour le stage. Entre 400 et 1000, il y a des stages qui sont mieux rémunérés que 400 €. Et moi, je crois que ce qui ressort de ce qui se dit et qui est intéressant, c'est qu'en réalité, le sujet du chômage des jeunes n'est pas un sujet économique. C'est un sujet politique. Notre question, c'est quel projet de société nous proposons à nos jeunes? Est-ce que
on est en train de leur dire que vous êtes obligés d'aller à l'école jusqu'à 21 ans, ou presque, pour ensuite finir à un salaire de 800 €, ou est-ce qu'on a une alternative à leur proposer? Et là, aujourd'hui, on voit bien qu'on est en panne d'idées et qu'on est tous en train, gentiment, avec le sourire, de façon très polie, de les pousser à l'exil. Parce que vous voyez bien qu'un jeune, s'il a le choix entre rentrer dans un monde du travail où il sera mal payé et où il aura au-dessus de lui un millefeuille de hiérarques qui ont plus de 60 ans et qui vont lui expliquer qu'il ne sait rien et que peut-être dans 20 ans il aura des responsabilités, ils vont préférer aller tenter leur chance ailleurs. Notre sujet aujourd'hui, c'est qu'on est en train de mener une politique complètement paradoxal, c'est que sous l'effet des critères de Lisbonne, on doit mener une politique des seniors et donc pousser les gens à travailler jusqu'à 65 ans, c'est une politique européenne, et en même temps on a un afflux, et nous sommes un des seuls pays d'Europe dans ce cas, un afflux de jeunes sur le marché du travail qui cherchent leur place. Et donc on ne va pas pouvoir éternellement expliquer qu'on maintient aux manettes des gens qui sont surpayés et qui bénéficient d'une protection sociale extrêmement protectionniste et qui est essentiellement financé par des jeunes à qui on n'offre aucune alternative, pas de patrimoine et pas de boulot intéressant. Je voudrais dire un mot. Michel Parce que Baffier-Joly, moi, sur l'économie, j'ai rien à dire, mais sur la jeunesse, quand même, un peu. Empiriquement, il se trouve que les 2 tiers de mon temps professionnel, c'est à l'étranger. Et j'ai vu sur les 2 décennies qui viennent de s'écouler, le nombre de Français à Séoul, à Buenos Aires, à São Paulo, et je ne parle pas de Berlin ou Londres. Et pourquoi? Parce que fondamentalement, ils n'ont plus envie de se trouver dans des lois comme ça, très verticales, où on va émettre un SMIC ou autre loi de cet ordre d'une manière générale, alors qu'il faudrait mieux voir au coup par coup. Et la vraie vitalité, elle n'est plus en France. Elle n'est plus en France parce que justement, il y a, je maintiens ce charabia, qui fait qu'on va imposer des lois par en haut, alors que et du coup, ça châtre fondamentalement toute vitalité. Et c'est important. Moi, je ne sais pas, excusez, les chiffres, 2 millions de Français qui sont actuellement, de jeunes Français actuellement expatriés. C'est pas négligeable. Et c'est là qu'il y a un vrai problème. Alors, du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas donner au travail uniquement le travail dans le sens qui va être payé ceci ou cela, mais dans le fond, donner un sens à la créativité. Faire de sa vie une œuvre d'art, faire quelque chose qui a en quelque sorte, on n'a plus envie de perdre sa vie à la gagner. Voilà, moi, c'est ce qui me paraît beaucoup plus intéressant. et Gilles Berset. Oui, je ne suis pas d'accord sur les jeunes sont partis parce qu'on impose des lois d'en haut, etc. pour tout le monde. Je pense qu'il y a quand même très peu de jeunes qui vont répondre « je suis parti » parce qu'en France, on impose les lois d'en haut. Non, ils partent parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas leur place dans cette société. Oui. Mais parce que concrètement, c'est vrai. Et je suis d'accord avec ce que vous disiez. Pour un jeune, on arrive, on sait de toute façon qu'il n'y a pas la place. Et que les plus âgés sont là, qui resteront longtemps, que déjà les quadras à l'heure actuelle, ils attendent que les baby-boomers s'en aillent pour pouvoir prendre leur poste, et que nous, on est tout en bas et qu'il y a un truc générationnel qui fait que, bon, on sait qu'on est sacrifié, mais il n'y a pas de place pour les jeunes en France à l'heure actuelle. Ils partent, concreto modo, ils partent. Sur un SMIC un petit peu plus bas pour les jeunes, la position qu'on défend dans cet ouvrage est a priori, ni pour, j'espère, est a priori ni pour ni contre. Elle consiste à dire des pays font cela autour de nous. Les Pays-Bas font cela, le Royaume-Uni fait cela. Aux Pays-Bas, le taux d'emploi des jeunes est de 65%. Au Royaume-Uni, le taux d'emploi des jeunes est de 50%. Est-ce que ce SMIC un petit peu plus bas pour les jeunes participe, aide les jeunes à s'insérer sur le marché du travail? Je ne sais pas. Il faut étudier ça sur le fond avant d'avoir une idée sur la question. Moi, ce que je regrette, c'est les idées a priori. Pour ou contre, regardons ce qui se fait à l'étranger. Le taux d'emploi des jeunes en France est de simplement 28%. Regardons ce qui se fait à l'étranger avant d'avoir un avis aussi tranché sur c'est favorable, c'est défavorable. Et encore une fois, pour réagir à Parisot, quand même, malgré tout, les Pays-Bas ne sont pas un pays esclavagiste. Ça se saurait si c'était le cas. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Christine Cardellan, puisque vous encouragez à ce qu'on baisse le SMIC pour les jeunes pour qu'ils trouvent de l'emploi. Je constatais simplement que, par exemple, en Grande-Bretagne, ce sont les syndicats, le Trade Union Congress, qui a proposé à Tony Blair à l'époque de faire passer de créer un salaire pour les jeunes, alors que le SMIC là-bas était à 7,7 € de l'heure. Et pour les jeunes, ils ont créé un SMIC qui est entre 5 et 7 €. Et apparemment, ça a favorisé. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Moi, j'ai un fils de 16 ans et je n'ai pas vraiment envie qu'il se retrouve sous-payé. Donc, mais je constate que pratiquement tous les pays européens ont un SMIC jeune, pas la France. Et que, apparemment, nous sommes ceux qui avons le taux de chômage des jeunes le plus élevé. D'abord, la jeunesse est une période d'expérience.
il est bien que les jeunes... Transitoire. Transitoire, malheureusement. Oh, ben, il est bien que les jeunes aillent à l'étranger. Il est bien que les jeunes changent d'entreprise, etc. C'est pas tragique, au contraire, qu'on ait beaucoup de Français à l'étranger. Jadis, on envoyait les jeunes dans les colonies. Là, on les envoie dans les pays anglo-saxons. Bon, c'est pas tragique, je veux dire. C'est normal. Ça peut être... C'est bon. Voilà. Oui, mon fils est en Autriche, Henri, il fait un postdoc en Autriche, c'est pas tragique. Henri, c'est pas tragique d'aller faire un postdoc. Autre chose est de fuir son pays parce qu'il n'y a pas de boulot. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de même immigration. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de boulot qu'ils fuient. C'est parce qu'il est normal que les jeunes aient des expériences variées. Et par ailleurs, jeunes qui cherchent un boulot et qui n'en trouvent pas. Ensuite, il y a dans chaque pays des spécificités. En France, on n'a pas la pratique sur laquelle les étudiants, la majorité des étudiants travaillent à temps partiel. Et quand la majorité des étudiants travaillent à temps partiel, évidemment, ça augmente de façon artificielle les taux d'emploi des 15-25 ans. Et quand on ne corrige pas de ça, effectivement, on peut dire des choses qui sont quand même extrêmement contestables. Ensuite, quand une entreprise embauche un jeune, ben pour tous les deux, c'est un investissement. Le jeune, il doit se former. L'entreprise, elle le forme. Il n'est pas scandaleux que l'entreprise le paye effectivement au SMIC, même s'il n'a pas tout à fait la productivité correspondante. C'est un investissement pour l'entreprise. Et dans les périodes prospères, l'entreprise n'avait aucun problème à se dire « j'embauche ce jeune, pendant quelques temps il va être moins efficace, mais il va devenir plus efficace ». C'est un investissement pour tous les deux. Alors aujourd'hui, on est dans une période où les entreprises sont devenues méchantes. Elles veulent absolument qu'on leur donne des gens entièrement formés, qu'elles vont payer à des taux extrêmement faibles. Non, je veux dire, les jeunes ont des besoins, comme les adultes, comme les plus vieux, souvent des besoins plus importants, parce qu'ils sont en période où, effectivement, ils fondent des familles, etc. Je pense qu'on peut... C'est pas en disant aux jeunes à qui on a demandé de se former, d'avoir Bac+3, Bac+5, de leur dire... Ben, la solution de l'emploi, c'est qu'on va vous trouver des jobs à un demi-SMIC. Je ne pense pas que c'est la grande question. Attendez, je vous interromps parce que je voudrais qu'on pose une autre question provocante, mais comme elles se suivent toutes, on pourra y revenir sur les questions. C'est celle du salaire universel ou revenu de base ou allocation citoyenne selon le nom qu'on lui donne. C'est une idée qui remonte au XVIe siècle et qui refait surface assez régulièrement en Suisse et en France.